Oui, oui, ça va. Nous sommes aujourd'hui réunis à Gargenville afin d'assister à la remise du diplôme et de la médaille de juste parmi les nations à Émile et Germaine Charpentier par M. Marc Attali, ministre plénipotentiaire près de l'ambassade d'Israël. C'est à l'initiative de Mme Viviane Saül et de M. Alain Habif du comité français de Yad Vashem que cette réunion a pu avoir lieu. Elle n'aurait pu se faire sans la participation active de M. le maire de Gargenville, qui a bien voulu nous accueillir. Un grand merci à M. Didier Safran, qui s'est investi avec enthousiasme dans l'animation de cette journée. J'aimerais aussi remercier Claudine, mon épouse, pour l'aide qu'elle m'a apportée, ainsi que mes filles Stéphanie et Hélène, mes gendres Éric et Sébastien, et mes petites filles Victoria et Anna pour leur présence. Il me faut aussi remercier quelques vieux amis qui me font l'amitié d'assister à ce témoignage. Pour terminer, je n'oublie pas Raymond Legrand. Il m'a été présenté par mon ex-confrère et toujours ami, le docteur Nicolas Renaud, médecin à Gargenville. Raymond Legrand m'a piloté dans Gargenville, m'a fait revoir la maison d'Émile et Germaine, si caractéristique avec ses quelques marches. Il m'a ensuite fait visiter les deux écoles que j'ai jadis fréquentées. Il m'a ainsi aidé à ouvrir la porte de mes souvenirs. C'est par son intermédiaire que j'ai fait la connaissance de Didier Charpentier, dont j'ignorais l'existence. Didier a été surpris par mes révélations, ses grands-parents n'en ayant jamais fait état. Nous nous sommes depuis rencontrés à plusieurs reprises et avons amicalement collaboré à l'organisation de cette cérémonie. Je suis resté 2 ans à Gargenville, 1942 et 1943. Il faut comprendre que lorsque je dis je veux dire nous. Je pense à ma cousine Madeleine, qui est arrivée peu de temps après moi. J'avais 5 ans, elle en avait 3. Nous avons quitté Gargenville ensemble durant l'hiver 1943-1944. Certes, notre parcours n'est pas strictement identique, mais il est similaire. J'aimerais préciser que le but de ce témoignage n'est pas de raconter notre histoire, même si cela paraît être parfois le cas, mais plutôt d'essayer d'expliquer pourquoi et comment Papa Émile et Maman Germaine, comme nous les appelions ma cousine Madeleine et moi, ont mérité cette distinction. Lorsque j'évoque ma petite enfance à Gargenville, est toujours présente l'image que j'ai de cette époque. Elle est celle d'un endroit où j'ai vécu en paix, protégé, en famille, image que je confronte à cette terrible histoire de la Shoah que nous avons vécue. La démarche que j'ai entreprise pour faire reconnaître Émile et Germaine juste parmi les nations s'est imposée à moi au fil des années, comme un devoir. C'est ainsi que je me suis mis en rapport avec le bureau d'Yad Vashem France à Paris. Là, on m'a renseigné sur la façon de constituer le dossier, sur les pièces à produire. Le dossier constitué, il a fallu attendre quelques mois pour avoir le feu vert de Yad Vashem France. Le dossier est ensuite parti à Jérusalem pour validation définitive. Un matin, appel téléphonique de Jérusalem, Madame Dora Weinberger se présente. Elle me dit être en charge de notre dossier. Nous devisons quelques instants, puis elle me dit avoir 2 questions à me poser. La première est un peu gênante, me dit-elle. Je l'encourage. Elle me demande alors d'une petite voix « Étiez-vous circoncis ?» Je conçois que poser cette question à quelqu'un qu'on ne connaît pas puisse être gênante. Néanmoins, cette question est pertinente. Il se trouve que la circoncision est un signe de reconnaissance, dans le mauvais sens du terme. À cette époque, les collabos et les SS, au moindre doute quant à l'identité, faisaient baisser le pantalon. Mais malheur à ceux qui avaient subi une circoncision chirurgicale pour phimosis. Il était préférable d'avoir le compte-rendu opératoire dans la poche. Cette question n'était pas anodine, car le petit garçon que j'étais était inscrit à l'école avec vraisemblablement des faux papiers. Il fallait vivre normalement. Toute la famille était à la merci d'une dénonciation, ce qui était courant à Gargenville comme ailleurs en France. La deuxième question posée par Madame Dora Weinberger était plus simple. Était-il dangereux de cacher des enfants juifs à Gargenville, me demande-t-elle. Je l'ai renseigné.
et éclairé en lui disant des documents que j'avais et les lui ai ensuite expédiés. Ces documents ont levé tous les doutes. Il m'est apparu, à la suite de cet entretien téléphonique, qu'il ne m'était pas possible de faire ce témoignage sans expliquer en quoi il était dangereux pour un juif de vivre à Gargenville, comme partout en France d'ailleurs, en 1942 et 1943. Que cacher un juif, fût-il un enfant, était considéré comme une trahison, susceptible d'entraîner une privation de liberté, voire pire. Ainsi, parler d'Émile et Germaine sans évoquer même de façon succincte l'histoire locale de cette période me paraît réducteur. 1940, l'armistice est signé, la collaboration s'installe, Pétain publie le statut des Juifs, leur interdisant l'exercice de la plupart des professions. Il y a 2 endroits en France où l'on peut se documenter de façon précise sur cette période. À Paris, au mémorial de la Shoah, et à Orléans, au mémorial des enfants du Veldiv. Chaque fois que je m'y suis rendu, j'ai rencontré des scolaires avec leur instituteur, ce qui est somme toute encourageant. Poursuivons. Dans le cadre de la solution finale, la préfecture de police de Paris procède à la rafle du billet vert. Nous sommes le 14 mai 1941. Nous venons d'en commémorer, il y a quelques jours, le 75e anniversaire. Il s'agit d'une simple convocation, un billet vert, du commissariat de police de l'arrondissement, à laquelle mon père s'est rendu. Il n'est jamais revenu. Après avoir été hébergé, c'est le terme qui figure sur sa fiche, hébergé donc à Beaune-la-Rolande, dans le Loiret, il a été ensuite déporté, puis assassiné à Auschwitz, sans doute. En août 42, excusez-moi. Bon, après l'arrestation de mon père, la vie à Paris était difficile. Il y avait des problèmes importants d'alimentation et dans la rue, des rafles succédaient aux rafles. C'est dans ces conditions que j'arrive à Gargenville au début de 1942. Comme j'ai déjà dit, Madeleine est arrivée peu de temps après. J'ai encore des souvenirs de mon arrivée à Gargenville. Je tendais la main gauche vers le haut. Un monsieur qui me paraissait immense me tenait la main. Nous montions la côte vers l'église. Cette côte me paraissait très pentue du haut de mes 5 ans. À l'église, j'ai été accueilli par l'abbé Maurice le Pilleur, qui m'a appris mon nouveau nom, qui m'a délivré vraisemblablement un certificat de baptême. Sinon, pourquoi aller chez un curé? Il m'a enseigné notre Père, que je connais toujours, et là je vous assure que je n'ai pas révisé. Il était important d'être en règle, d'avoir des papiers, comme on dit maintenant. J'étais inscrit à l'école, il fallait aussi avoir des tickets d'alimentation. Tout manquement à ce niveau était dangereux. Il fallait, pour les autres, paraître une famille normale. Seul le curé connaissait la vérité. Lorsque mon père a été arrêté, on ne prenait que les hommes. Les femmes ont suivi. Ma mère a été arrêtée lors de la rafle du Veldiv en juillet 1942. Excusez-moi. J'étais déjà à Gargenville, ce qui m'a probablement sauvé la vie. Pour faire bonne mesure, l'État français a proposé à l'occupant de joindre les enfants aux adultes, ce que les Allemands ont refusé dans un premier temps. Devant l'insistance de Vichy, ils ont fini par accepter. Les enfants ont donc été arrêtés, déportés et assassinés. Une infime minorité a survécu. Lorsque j'ai consulté ma fiche familiale au mémorial de la Shoah, il y est stipulé qu'étant absent aux 2 tentatives d'arrestation, l'une en 1942 car j'étais déjà à Gargenville, l'autre en 1944 j'étais ailleurs, j'étais recherché, ce que confirme un tampon sur ma fiche. Donc, être juif, enfant ou adulte, recherché par la police et caché sous un faux nom, était décidément très dangereux, d'autant que l'environnement local était hostile. Cela conforte la démarche d'Émile et Germaine Charpentier. Il faut savoir que le maire de Gargenville, de l'époque, était chef de la milice. Il était en rapport avec la commandature. J'ai retrouvé une lettre où il explique aux autorités occupantes comment il a réussi à localiser les Juifs sur sa commune, dont il fournit un listing de 30 noms. Beaucoup ont été arrêtés, 3 sont revenus. Et pour corser l'affaire, il suffisait de dénoncer des résistants
étrangers, juifs ou communistes, pour toucher 10 000 francs. C'est dans cette ambiance que nous vivions à Gargenville, chez Émile et Germaine Charpentier, ma cousine et moi. Il y avait certes des problèmes d'alimentation, comme partout, mais nous n'en souffrions pas. Je me souviens de papa Émile rentrant de temps en temps avec un lapin pris au collet. On élevait dans une petite cour un cochon, c'était bien sûr interdit. Un charcutier venu clandestinement a fait des saucisses, du boudin et d'autres salaisons. Il n'y avait pas de réfrigérateur en ce temps-là. Quelques épisodes de la vie quotidienne me traversent encore l'esprit. Je vois papa Émile tournant comme une toupie, maman Germaine entourant sa taille d'une longue ceinture de flanelle, comme cela se pratiquait dans le bâtiment. D'autres souvenirs arrivent pêle-mêle, en particulier mon opération des amygdales à domicile, comme cela se pratiquait à l'époque, avec les problèmes que cela pouvait poser. Encore une tâche assurée par maman Germaine, car ma mère ne pouvait se déplacer. J'en resterai là de ces évocations. Il me reste encore à répondre à deux questions. Comment et pourquoi? Comment sommes-nous arrivés à Gargenville? Ma mère ne connaissait personne, était seule. Mon père était déjà arrêté, on ne peut faire que des suppositions. J'ai eu en main des documents concernant le placement des enfants juifs dans la région de Mantes-la-Jolie. Il y avait bien sûr les associations affiliées à l'UJF. Alors ensuite, ce sont des sigles, la Viso et l'OSE, ceux qui connaissent. Bon. Renseignements pris, ces associations n'étaient pas concernées, en ce qui nous concerne. Il y avait aussi un mouvement de résistance qui s'appelait le mouvement de solidarité juif communiste, mouvement très actif dans la région de Mantes-la-Jolie. Or, le père de Madeleine, après sa démobilisation, est entré en résistance. C'est vraisemblablement par son intermédiaire que cette filière fut activée. Filière dans laquelle figuraient l'abbé Maurice Le Pilleur, Émile et Germaine Charpentier, et bien d'autres citoyens de Gargenville, car il y avait de nombreux enfants cachés dans cette ville. Ce qui conforte ce scénario, c'est que le père de Madeleine est venu en personne nous chercher durant l'hiver 1943-1944 pour nous conduire à Grenoble, où il nous a laissés. Il est reparti avec sa femme et Madeleine à Toulouse, continuant ses activités de résistant. Il a été dénoncé et arrêté, puis déporté et assassiné en 1944, convoi numéro 70. Quant à nous, ma mère et moi avons connu d'autres aventures qui nous ont conduits jusqu'à la libération. Nous avons abordé le comment. Abordons maintenant le pourquoi. Pourquoi, dans les périodes sombres et difficiles, certaines personnes vont vers le mal, d'autres vers le bien? Pourquoi certains se posent des questions et d'autres pas? J'ai cru trouver un début de réponse dans un passage du livre de Primo Levi, C'est questo è un uomo. Si c'est un homme, c'est le titre français de ce livre, traduit en plusieurs langues et mondialement reconnu comme un chef-d'œuvre. Primo Levi est un écrivain juif italien arrêté à Milan pour fait de résistance en 1944 et qui, après son arrivée à Auschwitz, au cours d'un épisode de la vie du camp, voit arriver un SS qui s'apprêtait à le réprimander. Primo Levi demande alors « Warum ?» Pourquoi? « Hier ist kein Warum » Ici, il n'y a pas de pourquoi, lui répondit le SS. Cette absence de pourquoi, ce non-questionnement est pour moi un début de réponse. Et je crois qu'il faut chercher là l'origine des catastrophes qui ont secoué l'humanité. C'est ainsi qu'a pu germer le nazisme et ses conséquences funestes. J'aimerais conclure cette allusion au livre de Primo Levi par cette réflexion de Frédéric Beigbeder. Et là, je cite, « Ce volume, et là il parle du livre de Primo Levi, ce volume est aussi important que la Bible. Un livre fonda une religion humaniste il y a des millénaires. Un autre livre raconte la fin de l'humanité au XXe siècle. » Émile et Germaine ont été confrontés à cette problématique. Ils ont réagi en portant de lumière et d'espérance. Et si on leur avait demandé pourquoi ont-ils agi ainsi, ils auraient certainement répondu « parce que ». Et c'est ce « parce que », à la fois réponse et nouvelle question, qui, à mon sens, justifie la nomination d'Émile et Germaine Charpentier juste par l'imitation. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Bien, je vais demander